Bonjour Monsieur Gaucher, je suis Raquel Sipel de la Bibliomaison. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous dans le cadre du cycle des humanités 2022 organisé par le Bureau du Livre de l'Ambassade de France au Brésil, la Bibliomaison et Monsieur André Manielli, directeur du Atelier de Humanidades, qui est ici présent avec nous et qui sera votre interlocuteur pendant l'entretien. Monsieur Manielli, je vous laisse la parole. Merci Raquel Sipel. Bonjour, monsieur Marcel Bonjour. Gaucher. Je vous remercie vivement de m'avoir donné l'opportunité de réaliser cet entretien. J'effectue des recherches sur votre travail depuis de nombreuses années. Il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'une des œuvres majeures de la pensée actuelle que nous devons apprendre dans toute sa richesse. Je propose que cet entretien constitue un humble mouvement dans cette direction, en montrant que la force de votre pensée dépasse les querelles qui hantent encore et toujours les débats politiques. La première question est, je voudrais commencer par une brève reconstitution de votre trajectoire. Une grande partie de la pensée française diffusée dans le monde et au Brésil est associée à Michel Foucault, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida et Jacques Lacan, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs disciples, épigones ou anciens assistants. Votre parcours intellectuel, Monsieur Gaucher, est associé à l'ancien groupe de socialisme ou barbarie, en particulier Claude Lefort. Vous êtes également affilié au groupe d'intellectuels qui, sous la direction de Raymond Aron, a travaillé à la reconstruction d'une pensée et d'une historiographie post-marxiste. Vous avez construit une œuvre qui hérite du meilleur de la tradition française de la pensée sur le symbolique, en travaillant sur l'interface de l'anthropologie, de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie, de la psychanalyse et du politique. Votre œuvre comporte également une critique de la tradition des pensées 68ardes et des dérives de la sociologie bourdieusienne de Pierre Bourdieu, non sans générer, bien sûr, de nombreuses désaffections, principalement au sein de la nouvelle gauche. Pour commencer, Monsieur Gaucher, pourriez-vous décrire votre trajectoire, votre position et vos oppositions dans les milieux intellectuels français? Alors, c'est un sujet très vaste, puisque raconter toute cette trajectoire qui n'est pas que la mienne, c'est aussi celle de toute une génération intellectuelle pour laquelle, qui est la génération de 1968, hein, dans laquelle j'ai été tout à fait partie prenante, en commençant par appartenir à une extrême gauche qu'on peut dire libertaire et antitotalitaire. Vous évoquiez tout à l'heure le groupe Socialisme ou Barbarie de Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, c'est effectivement les gens qui m'ont formé. Et je dirais, à tort ou à raison, je m'attribue rétrospectivement la chance d'avoir évité, grâce à eux, un marxisme primaire qui a été le lot de beaucoup de gauchistes, comme on les appelle, de ma génération. C'est mon point de départ. Et donc, Génération 68 dans sa version antitotalitaire. Je n'ai été ni trotskiste, ni maoïste, ni communiste orthodoxe. Et à partir de là, j'ai été également intellectuellement, en fait, extrêmement marqué par la génération de penseurs que vous évoquiez, qui a beaucoup compté pour moi, Foucault, Lacan, Derrida, en tout cas ces trois-là, oui, certainement. Beaucoup, et ce qu'on a appelé le post-structuralisme. Dans mon cas, le structuralisme qui m'a vraiment marqué est beaucoup plus celui de Lévi-Strauss, d'ailleurs, que de ses héritiers philosophiques. Ma vocation première, qui a été contrariée par les circonstances, ayant été celle de l'ethnologie.
Et le premier, si j'ose dire, mon maître et introducteur à la matière a été quelqu'un que vous ne citiez pas tout à l'heure, mais qui a énormément compté pour moi, puisqu'il m'a donné une sorte d'impulsion initiale, qui est Pierre Clastres. Alors, en quel sens en ai-je été marqué? C'est que j'en ai été marqué positivement, d'abord, par toute une série d'abord de curiosité. Ces auteurs m'ont introduit à un domaine de réflexion comme la psychanalyse pour Lacan, comme l'histoire, une certaine histoire intellectuelle comme Foucault, comme une certaine manière de faire de la philosophie au plus près des textes dans le cadre Derrida, dont je me sens tout à fait l'héritier, ce qui fait que les distances d'ailleurs que j'ai pu prendre vis-à-vis de ces auteurs n'ont dans mon esprit rien de polémique, mais relèvent de la critique normale des limites que j'ai cru trouver chez ces différents auteurs avec lesquels il ne s'agit pas de lutter, mais de faire un travail d'appropriation critique qui permet à la fois de recueillir ce qu'ils ont introduit d'important et de prendre les distances qui conviennent du point de vue de l'exigence tout simplement de vérité, qui m'a toujours été mon souci principal. Si vous avez donné ces dimensions, les limites du marxisme et les limites de cette pensée post-68arde, comme on l'a appelé, je crois que vous avez la manière dont je suis entré, si je puis dire, dans la réflexion en essayant d'y tracer ma voie propre, avec la grande question qui était celle de Raymond Aron que vous évoquiez tout à l'heure, mais avec lequel j'ai eu un contact lointain, ne serait-ce que générationnellement. Je l'ai un peu connu, mais très peu connu. Mon maître en la matière a été beaucoup plus Claude Lefort. Et la question initiale étant celle donc du démocratie ou totalitarisme. Et qu'est-ce qu'on met sous ce mot de démocratie qui, en effet, peut recouvrir, y compris des mensonges considérables vis-à-vis desquels il convient d'être particulièrement critique parce qu'il y a là un piège auquel, précisément, si je puis dire, ce sont les mensonges démocratiques qui sont responsables pour une partie des totalitarismes, et il ne faut pas oublier cette responsabilité. C'est une question qui m'a toujours beaucoup préoccupé. La meilleure manière de critiquer les totalitarismes, c'est de commencer par critiquer les démocraties libérales dans ce qu'elles ont de très critiquable et de perfectionnable, justement. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Alors, l'originalité par rapport à cette matrice générale tient du chemin que j'ai suivi, je crois, si j'essaye de le reconstituer, tient à la rencontre via l'ethnologie, via Lévi-Strauss, via Pierre Clastres, d'une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, même si je l'avais croisée à l'intérieur du marxisme, parce que c'était une question pendante sur laquelle les auteurs étaient en général très embarrassés, Marx le premier et ses suivants encore plus, qui était la question de la religion. Alors, pour un marxisme primaire, la question n'est pas une question, c'est l'opium du peuple, n'en parlons plus. Dès qu'on va voir d'un peu plus près, dès qu'on va mesurer en particulier le degré d'attachement que les gens animés par une conviction religieuse possèdent, on s'aperçoit que c'est au moins une donnée qu'il faut prendre très au sérieux. Quand bien même on ne partage pas cette foi, et j'oserais dire, ma question initiale a été de comprendre les motifs de cet attachement à la lumière de l'histoire, parce que la défaillance majeure du marxisme, ça sautait aux yeux de tout bon observateur, c'était de rendre compte du rôle historique qu'avaient pu jouer les religions. C'était une défaillance manifeste. Et si on ajoutait à cette donnée les questions posées par l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des sociétés qu'on ne sait même pas appeler, sociétés premières, sociétés sauvages, sociétés primitives, enfin aucun de ces vocabulaires n'est en fait convenable, mais on est bien obligé de jouer avec. Je me suis convaincu assez rapidement
qu'il y avait là une dimension capitale du phénomène humain, tout simplement, dont notre originalité d'un genre particulier était de spontanément ne plus comprendre les tenants et les aboutissants. Et que, par conséquent, l'effort de décentrement, de dépassement de l'ethnocentrisme que l'ethnologie nous avait appris à exercer, devait porter en priorité sur cette dimension de ce qu'a été l'histoire humaine. Dans l'histoire humaine, le fait religieux domine au moins 99% du temps humain. Le 1% humain étant quelque chose de très récent et finalement très singulier par rapport à tout ce qui a précédé dans l'histoire. Voilà, je dirais que ce qu'a été ma question initiale qui a enclenché toute une réflexion sur qu'est-ce qui est vraiment moteur dans les sociétés, comment elles s'organisent véritablement. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, ma vocation première, c'était l'ethnologie. J'ai beaucoup travaillé dans ma jeunesse sur ces sociétés, dont tout particulièrement celle d'Amérique du Sud, d'ailleurs, mais pas seulement, bien entendu. Et on s'aperçoit, je crois avoir compris au travers de l'analyse de ces sociétés et de leur manière de fonctionner, à quel point la religion jouait un rôle qui n'était pas simplement dans la tête de leurs acteurs. Ils avaient des croyances dans la loi des ancêtres, dans des forces maléfiques ou bénéfiques que pouvaient manier les chamans ou les sorciers, mais ça allait bien au-delà. Ça, c'était l'image, en fait, ethnocentrique que nous, modernes, projetons sur ces sociétés. Nous voyons leurs convictions, leurs rituels, leur organisation, mais nous ne voyons pas la fonction que ces convictions jouent dans leur organisation sociale. Et de proche en proche, ça m'a amené à proposer une sorte de théorisation de la fonction sociale des religions à travers l'histoire humaine, et par contraste, à relire l'histoire de la modernité comme un processus de sortie de ce rôle organisateur des religions dans les sociétés du passé. Les sociétés les plus éloignées de nous, ces sociétés sauvages ou primitives ou premières, étant les sociétés où cette organisation religieuse est la plus prégnante. Et l'organisation religieuse, cela signifie tout simplement l'organisation de la société en fonction de cette thèse selon laquelle les hommes, les humains, ne sont pour rien dans le monde tel qu'il existe. Ce sont les origines mythologiques et les ancêtres qui étaient au départ du monde humain qui l'ont fait tel qu'il est. Nous n'avons, nous autres, qui sommes des héritiers, qu'à reconduire cette organisation et ses valeurs et ses coutumes et ses usages de la manière la plus fidèle qui soit. À partir de là, on a affaire à des sociétés où, effectivement, ce que nous voyons, nous, comme pouvoir, qui est le fait le plus frappant de la société, les démocraties, un genre de gestion de ce pouvoir, n'a pas lieu d'être, tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'autre loi que celle qui vient des ancêtres qui ont fait le monde tel qu'il est. Et dès lors qu'on prend cette image d'un point de départ qui court sur des millénaires, et même des dizaines de millénaires, ce n'est pas un phénomène superficiel et qui est à l'échelle même du temps que nous est accoutumé, on voit une toute autre image de l'histoire humaine se dégager, où l'histoire de ce fait religieux prend une signification beaucoup plus grande que ce qu'on avait jusqu'à présent cru pouvoir y mettre.
Voilà, je crois que ce qui a été mon point de départ. Je pourrais évidemment, nous allons pouvoir développer tout ça, mais je ne voulais qu'indiquer ma ligne directrice initiale. C'est décentration, décentrement du regard historique a fait dans ses essais fondamentaux du milieu des années 1970, publiés dans la condition politique. Là, vous avez développé la théorie du pouvoir et du social associée à la réflexion de la fonction instituante du religieux comme antériorité et extériorité du social. Vous l'avez fait à travers une lecture innovante de la thèse de Clastres sur la société contre l'État. Et puis, en développant de manière inédite les thèses de l'effort dans permanence du théologique politique, un essai fondamental, et en passant aussi pour des auteurs comme Ernest Kantorowicz. Vous avez publié 2 essais sur l'œuvre de Kantorowicz. Vous avez publié Les Désenchantements du monde, une histoire politique de la religion. C'est un premier chef-d'œuvre dans lequel le cadre de votre pensée est rassemblé. Il est étonnant de voir ici, dans Désenchantements du monde, la force avec laquelle des problèmes actuels peuvent être éclaircis pour une enquête historique structurelle de très longue durée, en partant des sociétés contre l'État, sur laquelle vous avez parlé déjà. Vous montrez à la fois comment l'histoire humaine a connu des ruptures décisives avec l'avènement de l'État comme médiateur sacral, et puis de l'âge actuel, et comment aussi l'histoire occidentale a été tracée de manière singulière par le monothéisme juif et le tournant du christianisme, dont ont découlé, après une longue et imprévisible gestation, pleine d'événements, la révolution moderne et la démocratie. Vous serait-il possible de nous présenter dans les grandes lignes les thèses défendues dans les Désenchantements du monde et la manière dont elles éclairent la nature de la modernité occidentale? Je vais essayer, humblement, car vous vous doutez que c'est un exercice très difficile d'être à la fois clair et simple et pas trop caricatural. Alors, je crois qu'en effet, compte tenu du point de départ que j'ai situé rapidement et que vous avez bien rappelé, l'événement tournant de l'histoire humaine, c'est l'émergence des États. Les États, c'est-à-dire non pas les États au sens moderne du terme, mais ce que je propose d'appeler, pour être clair, la domination institutionnalisée. L'émergence des États, qui est un phénomène très énigmatique qui trouble beaucoup les sciences humaines et sociales depuis longtemps, depuis le 19e siècle, où on a cherché toutes sortes d'explications empiriques qui ne fonctionnent manifestement pas, devient beaucoup plus intelligible, à mon sens, si on la resitue comme une révolution religieuse. La révolution religieuse qui consiste à déplacer en quelque sorte le point d'application de la foi, de la conviction religieuse à l'intérieur de la société humaine. On peut dire les religions premières posent le fondement sacré à l'extérieur du monde humain, et les humains ne sont que des héritiers qui doivent obéir à ce fondement. L'émergence des États, c'est l'apparition d'une religion du pouvoir. Il y a des humains qui sont fondés à commander parce qu'ils sont proches des dieux ou des dieux eux-mêmes, dans certaines de ces configurations.
même si on n'est pas très renseigné en fait sur le contenu exact de ces croyances, on voit bien. À partir de là, c'est l'émergence de la relation de commandement et d'obéissance véritable, qui, dans les sociétés premières, existe, mais sous une forme qui ne donne aucune légitimité particulière, par exemple au chef de guerre qui conduit une expédition chez les voisins et qui, le lendemain de cette expédition, retrouve exactement sa situation d'égalité avec ses concitoyens, si j'ose dire, par anachronisme. Là, avec l'émergence des États, on a une séparation à l'intérieur des communautés humaines entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, qui n'ont qu'à se soumettre à une loi venant des dieux, mais qui trouvent des relais à l'intérieur de la société humaine sous la forme de pouvoirs associés à des prêtrises, bon, à tout un appareil cultuel dans lequel je n'entre pas. Et le point crucial, qui est l'autre problème qu'on peut, je crois, mieux comprendre à partir de là, c'est la transformation des idées religieuses qui s'opère. Cette transformation qui va créer, en fait, ce que nous appelons des dieux, qui n'existent pas dans les religions premières, même si on les a beaucoup cherchés, et si beaucoup d'ethnologues se sont éreintés à essayer de démontrer qu'en fait, en regardant bien, certes, il n'y a pas de grand culte, mais néanmoins, il y a quelque chose comme des idées de Dieu. Je crois que c'est tout à fait faux, mais peu importe, ce n'est pas le lieu de discuter de ça. En revanche, on voit bien comment ces premiers états vont fonctionner comme ce que j'appelle un transformateur sacral. C'est-à-dire qu'ils amènent avec eux, par leur action, tout simplement, ça, ce n'est pas un propos théorique, ils cherchent à légitimer leur action, et en légitimant leur action, ils modifient l'image que l'on peut se faire du fondement sacré de leur action. Et c'est ainsi qu'on voit émerger des dieux, un panthéon, toute une organisation des croyances qui n'existaient pas dans les religions premières. Et on peut, je crois, assez précisément décrire cette transformation qui crée ce qu'on appelle les polythéismes classiques, hein, qui sont ce qu'on apprend à l'école encore couramment à propos des religions occidentales en tout cas, mais ça existe ailleurs dans d'autres traditions religieuses que l'Occident, même si c'est les divinités grecques et les divinités romaines qui nous sont plus familières parce que ce sont elles qui ont créé la culture dans laquelle nous vivons. Seconde rupture, effectivement, à partir de cette première rupture de l'État, la rupture monothéiste, la rupture juive spécifiquement, même si, justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres monothéismes potentiels qui ont pu, dans la même région d'ailleurs, en général, se dessiner. Le zoroastrisme iranien ou le monothéisme mystérieux d'un pharaon égyptien dont on ne sait pas grand-chose puisqu'on l'a éradiqué de la mémoire égyptienne elle-même. Le monothéisme juif, non, on peut, à partir de la grille de lecture que je propose, donner, je crois, une compréhension assez intelligible. Pourquoi les Juifs? Ça ne tient pas à une propriété d'essence qui leur serait spécifique, mais à la situation géopolitique, pour parler toujours anachroniquement, qui était la leur dans le champ des empires moyen-orientaux, très menaçants pour eux. La Bible le raconte assez. Et on comprend dans ces conditions comment cette idée d'un Dieu unique par-dessus tous les dieux prend corps et se manifeste, le christianisme intervenant lui-même à l'intérieur de cette rupture comme une rupture qui pousse un peu plus loin la rupture monothéiste juive. Et donc, c'est ça qui a été le fil conducteur, c'est d'essayer de trouver un fil intelligible dont je ne prétends pas avoir tiré d'ailleurs toutes les conséquences et toutes les ramifications, qui permet de comprendre logiquement, je veux dire rationnellement, un devenir
parfaitement énigmatique et parfaitement contingent. Il ne s'agit pas de la nécessité hegelienne d'une histoire universelle qui avance toute seule en passant à travers les continents, les personnes. Non, on a affaire à quelque chose qui relève à la fois de la contingence historique et d'une intelligibilité des structures du monde humain. Et à partir de là, une nouvelle rupture, d'une certaine manière, le christianisme occidental, parce qu'il n'y a pas un seul christianisme, il y en a deux, hein, là aussi lié à la contingence historique, le christianisme qu'on pourrait dire grec, orthodoxe, byzantin, et le christianisme occidental, romain et latin, qui est celui qui va produire les conditions, pas du jour au lendemain, hein, ça prend 1000 ans quand même, c'est pas une histoire qui va à toute vitesse en ignorant les obstacles, créer les conditions d'une rupture qui en un sens exploite une possibilité du christianisme qui est inhérente à sa formule de base qui est l'incarnation du Fils de Dieu parmi les hommes et qui va pour rendre possible cette chose tout à fait extraordinaire qui est une religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire la religion à partir de laquelle la valorisation du monde humain, hein, si Dieu s'est fait homme, c'est qu'il reconnaît une validité particulière au domaine des hommes et à leur liberté, puisqu'ils ont à suivre la leçon du Fils envoyé par Dieu. À partir de cette valorisation du monde humain, va se mettre en place une réorganisation structurelle du monde humain qui est ce qu'on peut appeler, à mon sens, la révolution moderne. Voilà le très rapidement esquissé, et grossièrement bien sûr, le fil conducteur de ce que j'ai proposé comme grille d'intelligibilité, comme grand récit. Je sais que justement, c'est une notion très dévalorisée, mais que je reprends moi à mon compte. Je crois que nous avons besoin d'un grand récit et que si les grands récits du passé se sont révélés erronés, eh bien, nous avons à essayer d'en construire un plus vrai, plus juste, plus proche des faits. C'est l'exposition du fil conducteur, très claire. La thèse du livre est que c'est que la révolution moderne conduit à la fin de la religion. Mais la thèse de la fin de la religion peut être mal perçue. Elle peut passer pour une expression rhétorique, très rhétorique, alors qu'elle constitue une pensée philosophique avec une sophistication conceptuelle et historique. Dans l'avènement de la démocratie, votre deuxième chef-d'œuvre, comportant 4 tomes publiés entre 2007 et 2017, vous montrez que l'histoire des derniers siècles est marquée par une transition moderne, jusqu'à l'épuisement de la fonction du religieux comme structurant de l'être ensemble. Dans cette transition, il y a eu plusieurs transferts et mutations. Pourriez-vous, tout d'abord, nous parler des expériences totalitaires du XXe siècle, fascisme, nazisme et communisme, dans ces transformations? Je crois qu'il est fondamental d'en parler, car les annonces ne manquent pas aujourd'hui sur les retours du fascisme, accusé par la gauche, et du communisme, accusé par la droite. Qu'est-ce que le totalitarisme, monsieur Gaucher, et est-il possible qu'il revienne dans notre monde? Alors, je voudrais, si vous me le permettez, revenir d'un mot sur cette expression que vous avez évoquée de fin de la religion. Fin de la religion, cela veut dire, dans mon esprit, fin du rôle organisateur que le religieux a occupé dans l'histoire humaine, dans les sociétés jusque tout près de nous. Mais ça ne signifie pas fin de la religion comme croyance personnelle. Je dirais même que c'est de ce point de vue-là, nous avons
dans mon esprit, il n'y a pas de mort de Dieu, pour reprendre la formule fameuse de Nietzsche. Simplement, le rôle des religions s'est totalement déplacé. Pour le dire rapidement, les religions, c'était la chose sociale par excellence, la chose qui était faite pour la société, pour contribuer à serrer le lien de société entre les personnes. Dans le monde moderne, qui n'est pas tout le monde global d'aujourd'hui, bien entendu, la religion est devenue la chose la plus individuelle qui soit. La religion, ce n'est plus le social, c'est par excellence la conviction intime de personnes qui peuvent se regrouper, bien sûr, pour partager leur foi, mais qui n'a plus rien à voir avec l'organisation de la société. Pour le dire grossièrement d'ailleurs, on peut être chrétien de gauche ou être chrétien de droite. Le christianisme, pour prendre la religion qui nous est la plus familière, ne définit pas une politique. Il exprime une vision métaphysique de la destinée humaine qui est strictement personnelle et qui ne se traduit pas dans l'organisation de la société. Donc je crois que c'est très important. Les religions, je ne prophétise pas, mais je ne vois aucune raison que dans ce rôle-là, elles disparaissent. C'est autre chose. Mais en revanche, la fonction sociale des religions, oui, elle est en train de s'évanouir. Et je le crois à l'échelle du globe, mais avec des rythmes et sous des modalités totalement différentes selon les régions. Je reviens à votre question et sur l'expression qu'il introduisait, qui est importante, qui est celle de transition moderne. La transition moderne, c'est ce phénomène tout à fait déconcertant et difficile à analyser dans le détail, qui fait que cette sortie de la religion n'a pas été une rupture brutale avec la religion où du jour au lendemain on serait passé d'un monde religieux à un monde séculier. C'est un travail qui s'est fait de l'intérieur des religions, pour une part essentielle, en mêlant deux modes de pensée en fait contradictoires et qui n'ont cessé de se définir l'un par rapport à l'autre. Il y a le monde sorti de la religion est sorti de la religion, c'est-à-dire qu'il s'est formé à l'intérieur d'une matrice religieuse qui a persisté pendant très longtemps. Et qui a persisté très longtemps, là il faut entrer un peu dans le détail, dans la manière de comprendre le pouvoir, comme quelque chose qui surplombe par son autorité la collectivité, qui a survécu comme manière de comprendre le lien entre les personnes. Il y a une hiérarchie qui soude les êtres entre eux, il y a de plus grands et de plus petits, avec des devoirs et des obligations réciproques. Il y a une forme de la collectivité Louis Dumont, je n'aime pas le mot parce qu'il me paraît s'ouvrir toutes sortes de confusions, mais il dit très bien les choses, c'est le mot holisme. Nos sociétés sont restées holistes très longtemps, tout en devenant petit à petit individualistes, de même qu'elles se sont démocratisées tout en n'empêchant pas le pouvoir d'avoir un surplomb et plus ou moins écrasant vis-à-vis de la société. La transition moderne, c'est ce passage par mélange en quelque sorte d'une organisation religieuse à une organisation séculière où les deux formes ne cessent de se mélanger et de former des hybrides, des formations de compromis, pour employer un langage psychanalytique, où on a l'égalité et la hiérarchie, on a l'autorité et la liberté qui coexistent plus ou moins difficilement, on a l'individualisme et le holisme, je le disais à l'instant, on a la tradition et le culte de l'avenir, de la nouveauté. Et je crois que c'est à partir de là qu'on peut comprendre cet événement tout à fait extraordinaire du XXe siècle qu'ont été les totalitarismes. Les totalitarismes, c'est le moment paroxystique de cette transition moderne, où
on a d'un côté une exacerbation de l'idée séculière et de l'organisation sociale séculière et une réactivation conjoncturelle, mais très forte, de l'idée religieuse de la société. Et en fait, les totalitarismes, ça va naître à un moment donné où on va en avoir deux espèces radicalement antagonistes, mais qui sont en fait la même chose sous deux signes opposés. On va avoir d'un côté effectivement la révolution communiste 1917 et le totalitarisme soviétique et ses émules, où on a d'un côté l'idéal d'émancipation égalitaire, on vise la société communiste, mais en fait, pour reconstituer une société religieuse, une société hiérarchique, ce n'est plus les nobles et les manants, c'est le parti qui sait quelle est la loi de l'histoire et les masses qui sont supposées lui obéir et qu'il guide vers cet avenir meilleur, avec un pouvoir qui reconstitue exactement l'ancienne incarnation sacrale du pouvoir dans la personne de Staline, pour prendre l'exemple le plus frappant. Mais il a eu beaucoup d'imitateurs, comme on sait. Il a fait des petits. Et c'est une dimension. Le tout au service d'une société qui se prétend unifiée comme les sociétés religieuses, alors qu'elle est totalement divisée entre une bureaucratie exploiteuse et des masses qui sont tout aussi et davantage dépourvues de liberté que dans le monde capitaliste qu'elles sont supposées dépasser. Et puis de l'autre côté, on va avoir le contraire, c'est-à-dire une des sociétés, le nazisme exemplairement, mais toute la variété des totalitarismes d'extrême droite, qui, eux, se réclament du passé, ils sont réactionnaires au sens fort du mot, ils veulent revenir aux dominations du passé. Il s'agit de restaurer, en fait, dans le cas de l'Empire par excellence, dans le cas hitlérien, mais en fait, sur une base moderne, sur la base des principes plébiscitaires, sur la base des principes des masses, et plus du tout sur la base d'une organisation religieuse. C'est pourquoi ces totalitarismes représentent en fait un moment très particulier de notre histoire, ce moment où les religions séculières, c'est-à-dire l'alliance de deux contraires, ont été possibles. Et c'est à partir de là qu'on peut répondre valablement à la question que vous souleviez. De tels totalitarismes sont-ils encore possibles? La réponse, clairement, me paraît non. Non, parce que le support idéologique n'est plus là, parce que les mouvements de masse portés par cette foi de type religieux, même quand elle se croyait séculière, n'est plus là, et qu'une pareille organisation des sociétés est devenue impensable, tout simplement, pour nos sociétés. Alors, entendons-nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvement autoritaire, de tyrannie, de despotisme divers et variés, mais ce sont des phénomènes, tout est possible en la matière. La barbarie n'a pas besoin de s'appeler totalitarisme. Il y a des barbaries sans le totalitarisme, c'est tout à fait concevable. Mais on n'est plus nous sommes sortis de l'époque des totalitarismes et je crois qu'on peut le montrer dans le détail. Donc, ces accusations sont de la polémique politique. La politique fait feu de tout bois, c'est sa propriété un peu fâcheuse. La vérité lui est assez étrangère au quotidien, mais nous sommes là, nous, pour le rappeler, ces vérités qui échappent aux politiciens en quête d'arguments contre leurs adversaires. Avant d'aborder de fond la démocratie, je voudrais vous demander de clarifier la question de le lieu de la religion dans la démocratie. Parce que les religions s'affirment de plus en plus dans l'espace public,
voire como des acteurs politiques combatifs et sectaires, dans une société dans laquelle il y a la fin de la religion comme structurant de la société. Dans votre livre, La religion de la démocratie, parcours de la laïcité, a montré comment, dans nos sociétés, les religions deviennent une question d'identité en quête de reconnaissance. Vous serait-il possible de nous parler des caractéristiques qui révèlent dans ces éléments, dans une tendance de la religion et de l'appartenance religieuse dans nos démocraties? Qu'est-ce qui est les religieux au-delà de la religion comme structurant de la société? Alors, la nouveauté importante de l'évolution récente, l'évolution des 50 dernières années, disons, du dernier demi-siècle, dans le monde occidental, parce que je crois qu'il faut bien distinguer, par rapport à votre question, deux choses qui sont les totalitarismes, les espèces de totalitarisme religieux. Je n'aime pas cette expression, mais il est important. Je veux marquer la différence. Les fondamentalismes religieux, disons, qu'on voit à l'œuvre dans toutes les traditions religieuses. Mais le pentecôtisme américain n'est pas le fondamentalisme islamique. Ils n'ont pas les mêmes conséquences. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Donc, je ne vais parler que de nos fondamentalismes, de nos traditionnalismes, de nos réactivations religieuses à nous dans le monde occidental. Mais on peut parler ensuite de ce que représentent les fondamentalismes religieux, en particulier le fondamentalisme islamique après. Alors, dans l'univers démocratique, il s'est passé une chose importante, c'est que partout, d'une manière ou d'une autre, même implicitement, les religions sont devenues des forces de la société civile. La grande ambition des religions et du catholicisme en particulier, mais pas seulement, puisque le protestantisme était la religion établie d'Angleterre, et comme il y avait des religions d'État dans l'Europe du Nord, l'Europe protestante. Les religions ont basculé du côté de la société civile, comme les partis, comme les syndicats, comme les organisations les sociétés de pensée, mais elles ont acquis de ce fait une force d'influence qui peut être très considérable, et d'autant plus considérable si on considère le mouvement de dépolitisation qui affecte la plupart des démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'on a affaire à des militants religieux qui ont une voix d'autant plus entendue que les voix de la société se taisent ou se font très discrètes. Donc, ils ont une importance disproportionnée par rapport à leur poids réel, mais c'est ça aussi la vie politique. Et leur terrain s'est déplacé largement du terrain de l'organisation de la société, les règles politiques, l'organisation économique. Il n'y a plus de catholiques sérieux qui ont du poids, qui prêchent le corporatisme ou le principe d'autorité en politique. Mais avec la liberté qu'ils ont acquise, en revanche, ils ont une possibilité d'influence politique qui devient de plus en plus considérable parce que, d'abord, ils ont une force dans un contexte où les identités politiques proprement dites se sont brouillées, où justement, quand on avait des partis très structurés qui pesaient sur la vie démocratique, ils avaient très peu de voix. Maintenant, ces partis se sont très estompés, sont devenus fluides. Ils ont les forces religieuses occupent le terrain de la politique, avec pour préoccupation non pas tant la vie économique, la plupart d'entre eux sont très libéraux en fait, sur le plan économique,
ils n'ont pas vraiment d'idée sur la manière de gouverner, mais ils ont en revanche une visée très forte sur l'encadrement de la vie sociale quotidienne et en particulier sur le terrain des mœurs. C'est ça qui est frappant. Il y a eu une sorte de déplacement des religions qui ne cherchent plus à englober la société pour définir son ordre, mais en revanche pour imposer de plus en plus une vision de ce qui est la vie quotidienne, en fait, des gens, quels sont les liens sociaux, le mariage, et tout ce qui concerne la vie familiale, la vie sexuelle, nous sommes à l'heure de la suppression de l'avortement par la Cour suprême américaine. On voit bien, ça c'est une obsession nouvelle. Ça existait, mais c'est devenu l'objet quasi exclusif de ces forces religieuses avec une capacité à répondre aux besoins d'identité que ne fournissent plus les grandes causes politiques traditionnelles. C'est un changement très important qu'il faut évidemment analyser de près dans le monde où nous vivons. Parfait. Nous pouvons maintenant aborder les problèmes de la démocratie en elle-même. Commençons por uma questão que vise à faire ressortir le cadre histórico-conceptuel de votre pensée. Pourquoi, à la suite de votre enquête historique, la démocratie vient-elle à être conceptualisée comme un régime mixte? Et comment cette conceptualisation se situe-t-elle par rapport aux traditions modernes de la pensée politique? Alors, ce qu'on appelle classiquement le régime mixte, c'est ce mélange de trois composantes qui sont celles de toutes les sociétés politiques, et que résume d'une façon très parlante une vieille maxime scolaire, en fait, qu'on enseignait dans les bons collèges. C'est un, plusieurs, tous. Un, c'est le roi, le pouvoir d'un seul. Plusieurs, c'est l'aristocratie, les grands, la noblesse, l'oligarchie. Tous, c'est la démocratie, c'est le peuple. Alors, il y a toute une réflexion qui commence dans l'Antiquité et qui traverse tout le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, qui cherche le modèle idéal de la société politique dans la bonne articulation de ces trois composantes. Il y a un titre d'un auteur français très peu connu, mais il n'y a que le titre de son livre qui est connu, en fait, personne ne le lit, j'en ai peur, ou en tout cas quelques spécialistes, mais il résume ça très bien. C'est la monarchie aristodémocratique. On a tout. On a un roi qui compose avec des grands, une aristocratie, mais qui est à l'écoute du peuple. Si on arrive à l'équilibre de ces trois composantes, on a le régime idéal. Alors, précisément, la modernité, l'auteur le plus typique à cet égard, c'est Hobbes, rompt avec cette idée du régime mixte antique en fonction d'un principe très simple, celui du contrat social. Au départ, il n'y a pas des parties de la société, il n'y a que des individus. S'il n'y a que des individus, il n'y a pas d'un côté le roi, ensuite les grands, ensuite le peuple, il n'y a que des individus à partir desquels se forme un contrat de société, un contrat politique. Ce que je crois observer dans le mouvement historique qui a donné naissance à nos démocraties, c'est l'émergence de trois composantes à nouveau, mais qui ne sont plus les mêmes. Ces trois composantes, c'est d'un côté le politique, pour les énumérer tout de suite, ensuite le droit et enfin l'histoire. Alors, essayons rapidement de clarifier ça. Le politique, parce que c'est en effet une notion moderne, tel que nous l'entendons, le nom classique qui vient à l'esprit pour le désigner, c'est celui de Machiavel. Il y a une spécificité
du politique comme condition de l'organisation humaine, et ça va prendre l'aspect dans la modernité de cette forme particulière de communauté qui n'a pas d'équivalent dans l'Antiquité, qu'on appelle l'État-nation, c'est-à-dire une instance de commandement impersonnel. Ce n'est pas un roi qui gouverne, c'est le tout qui se gouverne lui-même, d'une certaine manière, et la nation, c'est-à-dire une communauté politique semblable aux autres et faite de citoyens. Semblable aux autres à la différence de l'Empire, qui est la forme politique sommitale du monde ancien, la structure politique qui a vocation à englober toutes les autres, même si en pratique elle s'arrête là où elle peut d'ailleurs, et là où elle rencontre des limites. L'État-nation n'est pas conquérant, c'est ça sa différence principale, il n'est pas impérial. Il est fait de citoyens, c'est-à-dire de gens qui délibèrent en commun pour former un pouvoir qui a une forme impersonnelle. Il n'y a pas de dictateur dans la démocratie ou de réincarnation du pouvoir comme les leaders totalitaires en ont donné l'exemple. Mais à côté de cette structure politique, la modernité va se définir par l'émergence d'une catégorie qui existe depuis l'Antiquité, qui vient de Rome, celle de droit. Le droit dans un sens nouveau, qui est précisément le droit fondamental, non pas le droit des notaires et des avocats et des juges, celui des lois, le droit fondamental, le droit qui dit la légitimité, qui dit ce qui fait le droit positif ensuite, à savoir l'idée que j'évoquais à propos de Hobbes à l'instant, selon laquelle la seule source de légitimité, c'est celle des droits que détiennent les individus, de par le fait qu'ils sont des individus, de par leur naissance. Ce que nous allons appeler un peu plus tard, que Hobbes, les droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, dit la Déclaration française des droits de l'homme, et la formule, je crois, résume assez bien l'idée. Il n'y a que des individus à partir desquels, donc, se forme une volonté générale qui définit l'orientation politique à l'intérieur de cette structure de l'État-nation. Mais, troisième temps, si il n'y a que des individus libres, ils agissent, ils ont une perspective d'action qui leur appartient en propre, et on passe dans cette donnée la plus difficile à décrire parce que là, les mots nous manquent, si j'ose dire, qu'on peut appeler l'histoire. L'histoire, c'est le contraire de ce qu'a été... Partons d'une idée de base, pour éviter tout équivoque. Toutes les sociétés humaines sont historiques au sens où elles changent. Elles ne peuvent pas ne pas changer. Elles n'ont pas arrêté d'essayer de ne pas changer, mais elles n'ont pas réussi, si je puis dire, dans leur plus longue durée. Elles se transforment malgré elles, ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'elles sont faites d'individualités particulières et que les successeurs ne sont jamais les mêmes que leurs prédécesseurs et ne font pas la même chose. Même quand ils invoquent la tradition, ils l'interprètent à leur manière. Donc, les sociétés humaines changent, mais sur la plus longue durée, c'est ça qu'a été le rôle essentiel des religions, elles ne veulent pas changer. Elles se proclament fidèles à une tradition qu'il s'agit de respecter intangiblement. Les sociétés humaines, c'est un des traits les plus frappants, ont été majoritairement, de façon écrasante, passéistes. Elles aiment le passé, elles se réfèrent au passé, et la société moderne, elle, est une société qui change, mais qui surtout veut se changer, une société qui a le culte du changement, qui valorise le fait d'agir en direction de l'avenir. Les sociétés modernes sont des sociétés futuristes. Et ce n'est pas simplement une idée des acteurs, c'est qu'elles ne font que ça toute la journée, si j'ose dire. Cela s'exprime en particulier dans l'économisme de sociétés modernes
travaillent à produire plus de richesses, plus de biens, plus de services. Après, en ouvrant toute une série de questions qui sont en train de les rattraper d'ailleurs, parce qu'on ne le font pas dans le vide et ça a des conséquences, pas seulement en termes de distribution des richesses, mais aussi à l'égard de leur environnement. Il y a une étape nouvelle qui se dessine clairement. Et donc, ce sont des sociétés qu'il faut dire historiques, non pas au sens où elles seraient différentes, simplement en termes de rythme, comme disait Lévi-Strauss, qui opposait les sociétés froides du passé aux sociétés chaudes. Non, nous sommes dans des sociétés qui voulaient être froides et nous sommes dans une société qui veut être chaude, ce qui est très différent. Il y a un rapport à cette temporalité futuriste qui est très spécifique. Nos sociétés, autrement dit, veulent et veulent faire leur histoire. Et le sommet d'ailleurs de cette idée a été effectivement le projet communiste de refaire une société entièrement différente de celle qui ont précédé, la société qui aurait la science d'elle-même et qui saurait de ce fait se conduire intégralement. C'est un peu plus compliqué, comme on a vu à l'expérience. Parce que cette science-là, on ne l'a pas, et pour de bonnes raisons. Elle n'est pas tout à fait pour demain. Mais, à défaut de cette science finale, on peut arriver à une certaine élucidation qui permet de considérer justement que le grand problème de la démocratie, c'est d'articuler ces trois dimensions. Elles sont politiques, mais elles ont un fondement juridique qui ne fait pas forcément bon ménage avec l'ordre politique. L'image spontanée, qui est d'ailleurs celle que la plupart des enfants de nos sociétés se font quand ils apprennent qu'ils ont des droits qui sont libres et égaux, c'est qu'ils ne veulent obéir à personne. Eh bien si, néanmoins, nous sommes dans des sociétés parce que nous avons une certaine contrainte collective qui fait que nous sommes obligés de respecter des lois, des commandements. Il y a des hiérarchies qui ne sont plus des hiérarchies naturelles, mais des hiérarchies fondées dans la nécessité de la vie sociale. Et donc, il y a une tension entre le politique et le droit. Mais il y a encore plus une tension entre l'histoire et le politique et le droit. Nous le voyons avec la mondialisation. L'action humaine libre, elle ignore les frontières. Mais les frontières existant néanmoins et les communautés politiques existant, un pays peut être ruiné par une perte de substance liée à la désindustrialisation. Nous autres Français, nous en savons quelque chose. Il y a de la même façon, évidemment, la vie historique, c'est-à-dire la libre initiative des acteurs pour créer du nouveau, crée aussi d'énormes inégalités qui créent un problème de justice à l'intérieur de nos sociétés de plus en plus criant, d'ailleurs, dans le moment où nous sommes. Je le dis rapidement, il y a une autre foule d'autres questions, mais ces trois composantes nouvelles par rapport aux mondes anciens du monde moderne font mauvais ménage. Et le problème de la démocratie, c'est de réussir à les tenir ensemble. Une bonne démocratie, c'est une société qui a un cadre politique ferme, mais qui respecte autant que possible les droits des citoyens qui la peuplent, et qui est en même temps une société qui sait l'histoire qu'elle fait, qui se fabrique dans le temps, mais maîtrise cette fabrique, parce que l'histoire, ça peut être le chaos d'initiatives en tous sens que personne ne comprend et ne maîtrise. Donc, c'est ça l'essence de la démocratie des modernes, c'est l'effort pour lier d'une manière à la fois raisonnée et juste, ce qui n'est pas le plus simple, parce que, par exemple, le politique fabrique des inégalités naturellement entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, et ainsi de suite. Le problème de la démocratie, c'est de recréer un régime mixte qui n'est plus celui du mélange entre monarchie, aristocratie et démocratie, mais une combinaison pertinente entre le politique
le droit dans ce sens-là, encore une fois, qui n'est pas le droit des juristes, mais le droit de tout le monde, puisque c'est celui des droits humains que nous détenons par naissance, et la maîtrise de l'histoire qui se fabrique à partir de là. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner des problèmes qui sont ceux de la démocratie, dont on voit bien qu'ils tiennent, dès qu'on a cette grille de lecture, à l'excès, à l'insuffisance de l'un ou l'autre de ces éléments dans la balance du fonctionnement collectif. Cette balance les trois éléments, l'historique, le droit et le social historique, je pense que dans ce qui concerne à l'historique, survient une reconfiguration complète de l'expérience de la temporalité, de la relation entre passé, présent et futur. Pour vous, c'est la fin de l'histoire, H majuscule. Il y a histoire en vue et de la grande, au-delà de la fin de l'histoire, je vous cite, entre H. Il s'agit même d'une relation stable entre le passé, le présent et le futur, mais extrêmement problématique du point de vue de la pensée, de l'imagination et du politique. Pourriez-vous nous parler de ces dispositifs temporels, de ces caractéristiques, de son dynamisme? Alors, en effet, je reviens là un peu en arrière, cette pensée de l'histoire qui est la caractéristique la plus frappante de la pensée philosophique moderne, qui est celle qu'inaugure Hegel, que continue Marx et qui trouve différents interprètes aujourd'hui du côté des sciences sociales plutôt que de la philosophie, mais peu importe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, l'émergence de cet élément social historique a été conçue comme la promesse d'aller vers une fin. Quand on a pensé histoire, à partir de 1800, on a pensé spontanément fin de l'histoire. Fin de l'histoire, c'est-à-dire arriver à de l'humanité qui se comprend dans son passé, son présent et son futur et est capable de s'organiser d'une manière achevée. On sait, nous savons qui nous sommes et nous savons ce qu'il faut faire pour former une société qui recueille toutes les leçons du passé tout en ayant la capacité de gouverner son présent. L'événement contemporain, ça a été la fin de cette histoire-là. On a confondu d'ailleurs la fin de l'histoire et la fin de l'idée de fin de l'histoire, ce qui sont deux choses assez différentes tout de même. L'histoire continue, même si la fin de l'histoire a disparu. Et ce qu'il faut penser, c'est précisément pourquoi cette histoire continue et pourquoi il n'y a pas de fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est le moment postmoderne, où on s'est dit, non, tout ça, c'est des blagues, il n'y a pas de... Et en un sens, l'histoire est finie parce qu'on ne croit plus qu'il y a une fin de l'histoire. Il y avait une tautologie, un paradoxe là-dedans qui ne fonctionnait pas très bien et on s'en est aperçu assez vite, il faut le dire. Mais l'idée pour autant qui était derrière cette image de fin de l'histoire garde toute sa pertinence quand on la prend au sérieux. Ce n'est pas simplement une idée fausse, c'est une idée naïve, une idée naïve au sens vrai du mot, c'est-à-dire qu'elle ne va pas au bout de ses implications. Et quand on regarde de près, on voit que non seulement nous sommes dans une histoire ouverte, c'est-à-dire, mais une histoire qui, au lieu d'être solution, devient un problème. C'est-à-dire, plus nous avançons, contrairement à l'idée naïve de la fin de l'histoire qui voulait qu'à la fin, nous sachions qui nous sommes, plus nous avançons, plus nous devenons un problème pour nous-mêmes. Et plus nous avançons à l'échelle collective, plus le rapport entre le passé, le présent et l'avenir devient un problème.
C'est-à-dire, l'idée d'histoire a été pensée comme une solution qui n'était pas là présente, mais qui était pour demain. C'était l'idée de révolution qui le disait le mieux. On fait la révolution, après on s'arrête, c'est fini. Nous sommes arrivés à destination, nous campons pour l'éternité dans le même site. C'est le contraire. L'idée d'histoire, c'est en fait l'idée d'une recherche de l'identité humaine qui s'approfondit sans trouver de solution. Et ça ne mais c'est très intéressant de chercher, c'est plus intéressant de chercher que de trouver, voilà, la philosophie au fond de cette aventure. Et vous montrer comment la formation du droit natural a été un aspect important de la révolution moderne. Et vous avez déjà analysé en quoi les droits de l'homme sont constitutifs de la démocratie. Votre positionnement sur les droits de l'homme a évolué avec une critique croissante de l'ère idéologisation récente, où ils sont affirmés au détriment du politique et du social historique. Dans la phase actuelle de la démocratie, la consécration du droit est devenue, selon vous, la face la plus visible de l'organisation globale de l'être ensemble, qui s'exprime bien dans les questions telles que la constitutionnalisation de l'État, la judicialisation du social, etc. Votre propos réside dans une analyse qui articule l'avancée de la logique juridique avec la dynamique de l'individualisation, tant de ses aspects légitimes que dans ceux qui sont pathologiques. Quelle est la place du droit dans nos sociétés? Vous avez parlé déjà un peu de ça. Et pourquoi l'individualisation juridique et la formation d'un état de droit avec ses juges ne suffisent-elles pas pour une démocratie? Alors, je pense que là, vous soulevez la question qui est d'une certaine manière la question principale de nos démocraties aujourd'hui, qui est une question de fonctionnement. Et j'oserais dire, si vous me permettez d'y revenir un instant sous forme de question, que l'exemple que vient de nous donner la Cour suprême américaine en annulant l'arrêt qui autorisait, qui ouvrait la porte à l'avortement au-delà des législations des différents États américains, en est une bonne illustration. Je me contente de poser la question, est-ce à des juges armés en fait pour tout bagage de la science de la Constitution de trancher une question aussi profonde que celle de l'avortement? Je crois que poser la question, c'est y répondre. On voit bien que c'est une question qui dépasse les compétences de juges si sages, si intelligents, si raisonnables qu'on pourrait les présumer, ce qui n'est pas forcément le cas dans la circonstance. C'est un autre problème. Je crois que alors, là, revenons sur le point. Ce que j'ai essayé de montrer précisément, c'est le fait que la spécificité de notre individualisme d'aujourd'hui, l'individualisme n'est pas une invention d'il y a quelques années, c'est un phénomène qui vient de très loin. On peut le faire remonter à Luther et Calvin, ou on peut le faire remonter plus avant encore à Guillaume d'Occam, comme l'ont fait de très bons auteurs, etc. C'est un phénomène qui vient de loin, mais qui a pris dans la période récente une forme nouvelle en devenant une individualisation par le droit. Et je crois que c'est ça la spécificité de l'individualisme d'aujourd'hui, avec tous ces problèmes qui peuvent être très différents, qui sont aussi des problèmes sociaux. La particularité de l'individu, je prends un exemple à cet égard très frappant, à mes yeux. L'individualisme d'aujourd'hui, c'est un individualisme où en droit, on attribue à tous les individus de fait le statut d'individu de droit. Mais il y a des individus qui n'ont pas demandé à être des individus de droit. Et non seulement ils n'ont pas demandé, mais ils ne sont pas capables d'en être. C'est un nouveau problème social pour nos sociétés. Un problème d'individus à qui on dit vous êtes des individus, mais qui ne sont pas
capables, parce qu'ils n'ont pas les moyens éducatifs, cognitifs, caractériels, psychiques, de se conduire en individus autonomes. Ces individus-là, ils comptaient sur leur communauté villageoise, sur leur communauté de métier pour se débrouiller dans la vie, avoir une vie à peu près respectable, et ils ne l'ont plus. C'est terrible. Un des aspects sociaux terribles de nos sociétés, c'est des individus à qui on dit « vous êtes des individus » et qui tombent dans la déchéance, faute du support d'une société autour d'eux pour les aider à se conduire en individus. Cette individualisation par le droit est le phénomène contemporain et qui a une conséquence idéologique radicale. Il n'y a que des individus. Oui, mais la société, que devient-elle s'il n'y a que des individus? Y a-t-il des communautés politiques capables de décider globalement de leur sort, comme un tout, avec des orientations qui engagent tout le monde? Dans une logique individualiste, il n'y a que des choix individuels et des choix individuels qui s'arbitrent au moyen d'un marché. Il y a des préférences diverses, des opinions, des intérêts. On met tout ça dans la marmite et on voit ce qui sort. Mais ce qui sort n'est pas nécessairement optimal. Ça peut même être tout à fait le contraire. Précisément, l'idée de politique, c'est l'idée qu'il existe un point de vue de l'ensemble pour lequel il y a une réflexion particulière et la fabrication de ce qu'on appelle des lois qui sont capables de guider tout le monde, y compris les individus qui renâclent parce qu'au nom de leur liberté personnelle, ils ne se sentent pas engagés par les lois qui sont prises par la collectivité. C'est ça le problème d'aujourd'hui des démocraties dans leur fonctionnement quotidien. Nous le voyons en permanence, parce que ça légitime aussi bien à une extrémité le libertarisme extrême de patrons riches qui ne voient pas pourquoi ils paieraient pour des impôts pour les pauvres, ce n'est pas leur problème, qu'ils se débrouillent, ou aussi bien le comportement de délinquants qui estiment qu'ils ne voient pas pourquoi ils travailleraient comme tout le monde et qu'il est plus profitable de piller les biens de ceux qui sont comme conformistes au point de travailler pour vivre. Donc, on est à la fois, on peut avoir des sociétés épouvantables qui soient des sociétés des droits individuels. Il faut mesurer ce que ça veut dire. Et ça a toutes sortes d'implications dans tous les sens. Autrement dit, je crois que nous avons à retrouver le sens de ce qu'est une société, y compris dans ses aspects les plus sociaux. J'évoquais justement le soutien que nous devons à des gens qui ont des difficultés pour se conduire et se soutenir dans la vie de manière indépendante. Aussi bien que comme des sociétés politiques capables de décider de leur destin à une échelle globale et contraignante. Nous acceptons parce que nous pensons que c'est le bien collectif, même si ça va contre nos préférences sur tel ou tel point ou nos intérêts, parce qu'effectivement, nous payons plus d'impôts ou moins d'impôts selon les degrés de fortune que nous possédons. Je crois que c'est ça la question qu'il faut remettre au centre de la vie démocratique. Il faut respecter absolument les droits des personnes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres règles dans notre monde, mais il faut absolument retrouver le sens de la décision commune. Je vous cite, l'histoire de la libération est derrière nous, l'histoire de la liberté commence. Vos analyses sur l'enfant du désir, sur la mutation des familles sont très fortes pour poser cette question de l'individu. Et votre proposition pour une psychanalyse avec une vocation pour être une théorie de l'individuation psychique aussi est une proposition de recherche, de reconstruction théorique très forte.
Ces questions nous posent les défis du politique. Vous montrer sur les politiques comment les nations, l'État-nation, a assumé la position d'organisateur de l'être ensemble dans la démocratie et comment depuis les années 1980, vous percevez un mouvement de mondialisation qui s'accompagne du dégagement de la société civile, de l'individualisation, de la formation d'un espace public médiatique et de la consolidation de l'idéologie néolibérale. La question du politique est centrale et l'État-nation est si important pour l'organisation du politique et de l'être ensemble. Quelle est l'illusion d'éthique du néolibéralisme concernant le rôle actuel de l'État-nation et de la possibilité d'une société en politique? Qu'en est-il de l'illusion aussi du projet de l'Union européenne? L'État-nation est insurmontable, est vraiment une forme insurmontable, incontournable pour la démocratie? Je vais, pour vous répondre, sortir un peu du champ de votre question, mais pour prendre l'exemple qui me paraît le plus illustratif de ce qui rend l'État-nation, à mon sens, non seulement indépassable formellement, mais indispensable plus que jamais dans le monde où nous sommes. La question écologique. Alors, évidemment, la question écologique, c'est une question globale, c'est celle de la planète. Mais, on vous dit, ah, mais il faut que ça soit décidé à une échelle globale, ce qui est vrai. Il faut un accord global, un gouvernement mondial écologique en quelque sorte. Mais s'il n'y a pas de relais concret d'États-nations bien structurés, capables de mener chacun dans leur sphère une politique conforme à ces accords, il ne se passe rien. Un gouvernement mondial n'a pris sur rien. C'est au niveau des États-nations que se passent les vraies décisions et les pas en avant. Donc, je crois que les deux points de vue sont légitimes. Il faut une gouvernance globale, peu importe la manière dont on la conçoit, mais il faut des structures politiques solides pour que les décisions qui sont prises à ce niveau global trouvent une efficacité au niveau local. Alors, l'illusion de perspective, on va retrouver la même question sous un autre angle en répondant à votre question. L'illusion de perspective néolibérale, c'est celle de la possibilité de sortir l'économie des frontières nationales. Les sociétés échangent depuis toujours. Dans le monde moderne, avec le monde industriel, ça a pris des dimensions tout à fait inédites. Est-ce que pour autant, on peut imaginer une économie globale qui ignorerait purement et simplement l'existence des frontières nationales et de l'organisation de la vie collective à l'intérieur de chacun des pays? C'est là qu'il y a un dérapage intellectuel, si vous voulez, à partir de l'idée, mais ça coûte cher, c'est très important pour les néolibéraux, ça coûte cher et finalement ça ne sert à rien, on se débrouille très bien sans ça. Non, sans l'armature des États-nations à la base, il n'y a pas d'économie globale. On retourne à un monde tribal où des bandits de grand chemin rançonnent les marchands sur les routes et dans les ports, ce qui a beaucoup existé dans l'histoire et qui peut renaître demain, qui existe d'ailleurs dans certains coins de la planète déjà. Ça n'est pas de cette façon que les choses fonctionnent. Il y a une articulation de niveaux différents. Le miracle de la mondialisation pacifique qui fait que nous pouvez prendre l'avion demain pour venir à Paris en toute sécurité, repartir de la même façon. Ça, et vous pouvez aller le lendemain à Pékin de la même façon. Tout ça, c'est un produit. Ce n'est pas un état de nature. L'image très naïve des néolibéraux,
c'est que la liberté humaine se suffit à elle-même. Or, elle est une production de l'histoire et de la politique. Et sans cette base, elle n'existe plus. Voilà ce qui est notre contrainte à penser. Il faut articuler les niveaux et non pas les opposer, comme le défaut philosophique du néolibéralisme est un défaut très classique. C'est l'unilatéralisme, c'est-à-dire la volonté de ne voir qu'un côté de la question, en ignorant l'autre. Mais les choses ne se passent pas de cette façon. Merci beaucoup, monsieur Gaucher. Merci, Monsieur Gaucher.